Bientôt 22 h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. Dans quelques instants débute l'heure américaine. On fait d'abord un point sur l'actualité de ce mercredi soir. Et d'abord, donc, on l'a appris en fin d'après-midi, Israël et le Hamas ont accepté un accord de cessez-le-feu qui va débuter dimanche et qui prévoit la libération des otages et celle de centaines de prisonniers palestiniens sèment de liesse en ce moment dans les territoires palestiniens. Cet accord a été scellé à Doha cet après-midi avec la médiation du Qatar et des États-Unis. Donald Trump puis Joe Biden s'en sont félicités il y a quelques minutes. On en parle avec notre correspondant à Washington, Franck Genozo, dans quelques instants dans l'heure américaine. En France, les socialistes vont-ils voter demain la motion de censure déposée par la France insoumise? Le PS n'a toujours pas tranché. François Bayrou, aujourd'hui, a fait 2 concessions. Il ouvre la porte à un retour de la réforme des retraites au Parlement et renonce à la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale. Et puis ce chiffre qui interpelle, chiffre révélé par l'Observatoire français des drogues. La France comptait plus d'1 million de consommateurs de cocaïne en 2023. Ce chiffre a doublé en un an, une augmentation conséquente, principalement au travail où la demande a explosé ces dernières années. Voilà pour l'essentiel. Merci d'être avec nous et bienvenue dans l'heure américaine. Nos expertes et nos experts ce soir. Bonsoir Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis notamment, et autrice d'une nouvelle édition de Géopolitique des États-Unis, 40 fiches illustrées, on le voit, pour comprendre le monde. C'est aux éditions Erol. Younes Belfella, bonsoir. Bonsoir. Enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, directeur d'un think tank, MedFocus, spécialiste du Moyen-Orient. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis 2 de mes habituels complices dans l'heure américaine. Hugues Huette, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter pour France Info. Vous étiez aux États-Unis récemment pour nous faire vivre la campagne présidentielle. Et puis Michel Monponté. Bonsoir Michel. Bonsoir. L'un de nos éditorialistes de politique étrangère pour la rédaction de France Télévisions. Je vous le disais, on va donc largement consacrer cette heure américaine à cet accord entre Israël et le Hamas qui a été dévoilé cet après-midi, accord de cessez-le-feu qui va donc débuter dimanche. L'accord prévoit la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Négociations à Doha, au Qatar, avec la médiation notamment des États-Unis. On va y revenir longuement. Les premières images, les premières réactions avec Stéphanie Pérez. Scène d'euphorie à Gaza, alors qu'un accord de cessez-le-feu vient d'être annoncé. Les larmes de cette jeune femme, les sourires de ses enfants. Certaines immortalisent l'instant ou font le V de la victoire. Au sud de l'enclave palestinienne, des feux de joie dans la nuit. Une lueur d'espoir après des mois d'attente. On attend ça depuis 1 an et demi. Personne ne peut sentir ce que l'on ressent maintenant. C'est indescriptible. On est tous tellement heureux. On espère rentrer chez nous, dans nos villages et nos villes, le plus vite possible. Les rumeurs ont circulé toute la journée aussi en Israël. Voici l'annonce de la télévision publique en début de soirée. Shalom, Erev Tov, Erev dramati, שאנחנו מחכים לו תקופה ארוכה, גורם ישראלי מאשר. nous confirme qu'un accord a été trouvé pour la libération des otages. Celui qui a confirmé le cessez-le-feu, c'est Donald Trump, qui s'en attribue le mérite à quelques jours de son investiture. Cet accord héroïque a été rendu possible seulement grâce à notre victoire historique en novembre. Au Qatar, où se déroulent les tractations, les déclarations ont tardé à arriver. La trêve entrera en vigueur dimanche. En Israël, du côté des familles des otages, encore la plus grande prudence dans l'attente des modalités de libération. Cet après-midi, nous avons rencontré la franco-israélienne Adas Calderon. Elle espère la libération du père de ses enfants, Ofer, retenu depuis 467 jours. Elle ne sait pas s'il fait partie des 33 otages qui pourraient être libérés. C'est vraiment une torture. Ce sont des montagnes russes émotionnelles. C'est de la folie. En Israël, entre angoisse et espoir, l'attente maintenant des premières libérations d'otages.
Alors cet accord a été dévoilé et confirmé par le Qatar, par les États-Unis, mais on attend toujours la confirmation officielle d'Israël ce soir, car de nombreuses interrogations subsistent concernant les otages, comme nous l'explique à Jérusalem Maël Benoliel. Beaucoup de questions sans réponse ce soir pour les familles des otages, mais il va y avoir des déçus, c'est une certitude, car cet accord prévoit en effet la libération de seulement 33 otages sur les 98 au total retenus dans la bande de Gaza, des libérations qui vont commencer à partir de dimanche et s'étaler sur 42 jours. Et ce sont tout d'abord les femmes et les enfants qui vont être libérés en premier, puis les soldats et enfin les hommes âgés de plus de 50 ans et ceux malades ou blessés. Mais il ne fait aussi aucun doute que certaines de ces familles d'otages s'apprêtent à récupérer des dépouilles. Mais quid des otages qui ne font pas partie de cette liste de 33 ? Eh bien pour elles, il va falloir encore attendre de voir que ce cessez-le-feu soit respecté et espérer que des nouvelles négociations entre Israël et le Hamas aboutissent. Les deux parties devraient recommencer à négocier ces prochaines semaines. Accord négocié donc en partie par les États-Unis. Donald Trump et Joe Biden se sont félicités de cet accord dans la foulée de l'annonce cet après-midi. On va d'abord écouter le président Joe Biden qui salue un travail d'équipe. Je sais également que cet accord a été négocié sous mon administration, mais sera mis en œuvre pour une bonne part par la prochaine administration, le prochain gouvernement. Au cours des derniers jours, nous avons fait équipe. C'est une période de bouleversement au Moyen-Orient. Je m'apprête à quitter le pouvoir, mais je sais que nos amis sont forts, nos ennemis sont affaiblis, et il y a là une véritable opportunité pour l'avenir. Et on va retrouver notre correspondant à Washington, Franck Genozo. Franck, on a le sentiment quand même que et Donald Trump et Joe Biden revendiquent la paternité de cet accord. Oui, les deux présidents ont affiché leur satisfaction ici en début d'après-midi. Le président en fonction pour encore quelques jours à la Maison-Blanche, Joe Biden, et le président élu, Donald Trump, qui lui sera investi lundi prochain ici à Washington. Donald Trump qui n'a pas manqué de s'attribuer le mérite de cet accord qui, dit-il, n'aurait pas été possible sans sa victoire en novembre dernier. Joe Biden, quant à lui, a fait une courte déclaration tout à l'heure à la Maison-Blanche et à l'issue de cette courte déclaration, une journaliste lui a posé la question de savoir si le mérite lui en revenait ou s'il fallait féliciter Donald Trump. Voici ces mots à Joe Biden. Est-ce que c'est une blague ? Joe Biden qui a tout de même reconnu qu'il y avait eu un travail d'équipe en particulier au cours des derniers jours et que les deux staffs, le sien et celui de Donald Trump, n'avaient formé, je cite, qu'une seule et même équipe. L'administration américaine a en tout cas au cours des derniers mois travaillé d'arrache-pied à la conclusion de cet accord et notamment le département d'État pour offrir un dernier succès diplomatique symbolique à Joe Biden à quelques jours de son départ. De son côté, Donald Trump avait menacé de lourdes représailles le Hamas s'il ne libérait pas les otages israéliens avant son retour à la Maison-Blanche. Et c'est sans doute, Julien, la conjonction de ces deux pressions qui a donné ce résultat ce soir, la conclusion de cet accord entre Israël et le Hamas. Merci beaucoup Franck Genozo en direct de Washington ce soir. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur le rôle des États-Unis dans cet accord. Mais d'abord, on va prendre le temps de décortiquer le contenu avec vous, Hugues, d'abord de cet accord. Il y a trois grandes lignes, évidemment. Le cessez-le-feu, la libération des otages et la libération des prisonniers palestiniens. Exactement. Ça, c'est la première phase. C'est celle qui va s'étaler donc sur 6 semaines, 42 jours. Ça va démarrer dimanche. Dimanche, 3 otages israéliens devraient être libérés en échange de dizaines de prisonniers palestiniens. Qui est concerné par cette vague de libération d'otages qui devrait donc sur ce laps de temps de 6 semaines concerner 33 otages ? Eh bien, les enfants, s'il en reste, les femmes, et puis, mais pas les soldats, les femmes et enfin les civils de plus de 50 ans, ainsi que les quelques personnes qui sont blessées et dont les soins doivent être prodigués assez rapidement. Voilà pour la partie israélienne. Pour la partie palestinienne, c'est à peu près la même chose. Ce sont d'abord les enfants et les mineurs qui vont être libérés, ainsi que les femmes et les prisonniers palestiniens qui n'ont pas de sang sur les mains. Voilà un petit peu pour la configuration. Donc, je l'ai dit, ça devrait démarrer dimanche. Ça va s'étaler assez lentement d'une certaine manière parce que je pense que
que ce soit le Hamas ou le djihad islamique ou d'autres groupes informels qui détiennent sans doute aussi des otages, il faut organiser tout cela dans un pays, dans une bande de Gaza qui est totalement ravagée par la guerre. Et donc voilà, ça va prendre un peu de temps. Il faut que la Croix-Rouge puisse puisse s'organiser pour faciliter le retour de ces personnes-là. Ça, c'est le volet, on va dire, humanitaire. Il y a un deuxième volet qui est très important aussi, qui est le volet militaire, c'est-à-dire retrait israélien de la bande de Gaza, à l'exception de 2 zones, celle qui est au sud, donc à Rafah, le long de la frontière égyptienne, pour éviter éventuellement, c'est ce que les Israéliens en tout cas ont toujours prétendu, de nouveau donc la contrebande, le trafic d'armes, et puis la deuxième bande qui va être toujours réservée par l'armée israélienne, c'est donc au nord de Gaza, là aussi une épaisseur d'1 kilomètre environ pour éviter d'éventuels retours de terroristes sur le sol israélien. Voilà un petit peu la configuration des choses. Derniers éléments que je vous livre, les Palestiniens ont théoriquement le droit de rentrer chez eux. Je pense notamment, évidemment, à toutes les populations qui se trouvent dans le sud de la bande de Gaza et qui espèrent revenir, notamment dans la ville de Gaza, qui accueillait, avant la guerre, plus d'1 million de personnes. Enfin, dernier volet, et pas des moindres, l'aide humanitaire. A priori, donc, les corridors humanitaires vont de nouveau être ouverts entre l'Égypte et la bande de Gaza, par exemple, avec la livraison, l'arrivée de centaines de camions, alors que jusqu'ici, les Israéliens n'autorisaient qu'une quinzaine de camions. Voilà tous les éléments qui sont posés. Après, pratiquement, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué. Merci Hugues pour ce point très complet donc, sur cet accord. Michel. Évidemment, c'est extrêmement précis comme analyse ce que vient de faire Hugues, mais il faut dire aussi ces choses, c'est qu'un accord conclu n'est pas un accord signé. C'est-à-dire que dans la nuit, cette nuit et les 3 jours qui viennent, que va-t-il se passer sur le terrain? Que va-t-il se passer au gouvernement israélien? Est-ce que la coalition avec l'extrême droite va continuer? 1000 questions qui sont générées par cela. Si on regarde de plus près, par exemple, la libération des prisonniers palestiniens, on voit bien qu'Israël n'a rien lâché sur qui va être libéré. Pas de prisonniers avec du sang sur les mains, aucun retour vers la Cisjordanie ou vers Gaza, et le prisonnier le plus symbolique, Marwan Barghouti, un des pères de l'Intifada en 82, lui non plus. Donc on sent vraiment qu'il y a plein de zones d'obscurité dans ces accords, et on ne sait pas encore, et personne ne le sait, peut-être même pas ceux qui sont à Doha actuellement, ce qui va se passer dans les 3 jours qui viennent. Israël l'affirme ce soir, il y a encore quelques détails à régler. Et un espoir peut-être que tout soit conclu dans la nuit. Ce sont les dernières informations du bureau de Benyamin Netanyahou ce soir. Younes Belfella, certains observateurs affirment ou pensent que cet accord signe la fin de la guerre. Est-ce que on peut dire ça ce soir de manière aussi définitive? Militairement peut-être, politiquement non. D'une façon très claire, parce que militairement, on parle certainement, il y a un protocole qui va durer 6 semaines pour terminer quand même une guerre qui a duré jusqu'à aujourd'hui 467 jours. Donc quand même, c'est très lourd. C'est très lourd, bien évidemment. Certes, c'est un accord qui apparaît très intéressant, même pour les Palestiniens, parce que quand même, on parle d'un ratio d'un otage israélien face à 30 à 50 Israéliens. Donc avec aussi un retrait militaire israélien de la bande de Gaza. Maintenant, sur le plan politique, il n'y a aucune solution jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, la grande question, quelle est la gouvernance de la bande de Gaza par la suite ? Est-ce qu'elle sera dirigée par le Hamas ou bien elle sera dirigée bien évidemment par l'autorité palestinienne? Un autre élément, c'est que si on fait un petit calcul, je dirais, comptable, qui a gagné la guerre, certes sur le plan militaire, Israël elle a profité de cette année 2024 pour affaiblir tous ses ennemis, tous les proxys de l'Iran, mais sur le plan politique, le Hamas continue. Très affaibli quand même. Très affaibli militairement, mais politiquement, je peux vous le dire, surtout avec cet accord concernant la question des prisonniers palestiniens, le Hamas peut gagner même en Cisjordanie si demain il y aura des élections. C'est-à-dire en termes de popularité, le Hamas devient pour les Palestiniens le seul mouvement qui a réussi quand même, à travers son approche, à dépasser l'enclave, on va dire, de l'autorité palestinienne depuis les accords d'Oslo. Donc ça c'est une question qui est stratégique. Et il ne faut pas oublier quand même que le Hamas, dans sa stratégie, certes, elle était très proche de l'Iran, mais elle avait des liens
aussi très important avec la Turquie. La Turquie qui revient dans la scène géopolitique du Moyen-Orient avec ce qui s'était passé il y a un mois en Syrie. Et il ne faut pas négliger aussi cette alliance très importante entre la Turquie, le Qatar et bien évidemment le Hamas. Donc forcément, sur le plan politique, on n'a pas trop de perspectives. Une autorité palestinienne corrompue avec une personnalité qui a 85 ans. Donc forcément, c'est un autre débat qui s'ouvre concernant la question politique pour les Palestiniens, soit en Cisjordanie, surtout en Cisjordanie, parce qu'il y a quand même des implantations coloniales israéliennes qui ont continué pendant toute cette durée de guerre. Et bien évidemment, il y a aussi la question juridique qu'il ne faut pas négliger. Alors, on reviendra justement sur l'après-guerre et notamment les différents scénarios, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête aussi sur les coulisses de ces négociations qui piétinaient depuis plusieurs mois et qui se sont accélérées ces derniers jours. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce dénouement? Qu'est-ce qui a fait la différence? Il y a eu un effet Trump? Alors ça, c'est ce qu'il essaie de faire croire. Hein. Bien sûr, c'est grâce à lui. Le message qu'il a posté sur Truth, c'est uniquement grâce à lui. Il n'y a pas de collaboration avec l'équipe en place, sachant qu'il n'est pas au pouvoir. Encore. Nous avons un accord avec les otages, ils seront bientôt libérés, mais c'est un autre message qui nous intéresse quand il dit que c'est grâce à son élection que cet accord a pu voir le jour. Alors, ce sont des mois de négociations. Biden, dans sa conférence de presse, qui est un des meilleurs discours qu'il ait fait ces derniers mois, je trouve, même s'il y a un discours assez court, il était vraiment content, ravi de pouvoir annoncer ces choses. Il dit que ce sont des mois de négociations. L'accord qui est conclu ce soir, qui est en passe d'être conclu ce soir, c'était exactement le même, dans les mêmes termes, en mai 2024. Donc, pourquoi Netanyahou ne l'a-t-il pas accepté? Est-ce qu'il a joué la montre en attendant les élections pour humilier Biden, donc en attendant que Trump soit élu? C'est vraiment des dizaines de milliers de vies qui auraient pu être épargnées. Quel gâchis on pourrait dire. Donc Trump va le mettre à son crédit. Même dans ces moments-là, il est dans le refus de l'Union nationale. C'est quand même assez frappant. Et effectivement, on n'est que finalement au début, parce que dans le discours de Biden, il dit dans le plan de cessez-le-feu qui n'est pas la paix. C'est très juste de dire que le cessez-le-feu n'est pas la paix. Il y a un plan de reconstruction de Gaza. Et alors là, ça va être à Trump de mettre ça en place, et le bras de fer avec Netanyahou va être autrement plus dur que pendant le premier mandat. Mais Hugues, sur ces négociations, est-ce qu'on a une idée quand même de ce qui s'est joué pour que finalement et le Hamas et Israël signent? Moi, ce que je retiens dans la déclaration de Joe Biden aussi, c'est une sorte d'aveu d'impuissance. Il dit c'est exactement le plan de cessez-le-feu que j'avais présenté au printemps dernier. Que n'a-t-il fait pendant ces 9 mois pour tordre le bras à Netanyahou et le convaincre et l'obliger à accepter cet accord? Alors certes, il n'y a pas un seul intervenant, il y a aussi le Hamas qui jouait de façon tout aussi malhonnête dans cette affaire. Mais j'ai envie de poser cette question. Joe Biden, il avait des armes à la main, notamment la livraison d'armes. Ça aurait pu faire plier Netanyahou. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ça reste une question. Et c'est vrai que par rapport à cette problématique de Joe, je ne sais plus comment on l'appelait, comment Donald Trump Sleepy Joe. Voilà, Sleepy Joe, Joe l'endormi. Eh bien, on voit arriver cette espèce d'éléphant qui s'appelle Donald Trump, qui revendique à tort ou à raison la victoire sur cet accord. Ce que vous nous dites quand même, ça accrédite plutôt l'idée que Trump a accéléré les choses. Si on vous entend bien. Il y a peut-être une méthode Trump empreinte de brutalité. Je tords le bras de la personne avec qui je veux obtenir un accord, et puis ensuite, eh bien, on discute, on se met autour de la table. Alors la question qui sera peut-être résolue d'ici quelques temps, c'est de savoir pourquoi Netanyahou a-t-il concédé cet accord de cessez-le-feu alors que lui, personnellement, y est hostile depuis des mois, pour diverses raisons, de politique intérieure, etc., et que son gouvernement, qui est composé notamment de membres de l'extrême droite, ont toujours dit si vous signez cet accord, nous on s'en va. Et donc il n'y a plus de gouvernement Netanyahou. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que les ministres d'extrême droite, les deux principaux ministres, Smotrich et Ben Gvir, ont dit nous on va partir, en tout cas on ne va pas signer cet accord. Est-ce qu'ils vont rester ou pas au gouvernement? Finalement, peut-être que leur marge de manœuvre, elle est plus étroite que prévu. Et c'est peut-être, disons, ce mince fil qui va permettre à Netanyahou de sauver la face, en fait, de garder son gouvernement. Mais il faudrait pas il y a une anecdote qui m'a beaucoup éclairé ces derniers jours. J'en suis dit, là, vraiment, il va se passer quelque chose. C'est quand Witkoff, qui était l'envoyé spécial de Trump, est arrivé à Tel Aviv et à Jérusalem pour rencontrer le gouvernement. Il est arrivé un jour du Shabbat. Et normalement, les politiques israéliens refusent
de rencontrer des élus étrangers le jour du Shabbat. Et là, il leur a forcé la main, déjà. Et là, je me suis dit que ce businessman qui ne connaît rien à la diplomatie internationale, il est arrivé, il a dit, moi, Shabbat ou pas Shabbat, je m'en fous, on parle aujourd'hui. Et là, je me suis dit, il y a vraiment une autre musique. Deuxièmement, quand on connaît la proximité idéologique, j'allais dire, entre le président élu, Trump, et Netanyahou, on peut se dire que, OK, il lui a peut-être forcé le bras, mais peut-être aussi que Netanyahou lui a fait une fleur en attendant un retour sur investissement. J'ai du mal à croire qu'on force le bras de Netanyahou personnellement. Et ensuite, il ne faudrait pas laisser penser que c'est un face-à-face États-Unis-Israël. C'est quand même le rôle du Qatar, le rôle de l'Égypte a été absolument majeur. Et d'ailleurs, la conférence de presse qu'il y a eu juste avant celle de Biden, me semble-t-il, c'est celle qui est donnée par le Premier ministre qatari, où il détaille un certain nombre de choses. Et c'est vraiment c'est aussi ces pays-là et d'autres qui sont à la manœuvre, qui ont fait l'intermédiaire entre les États-Unis et Israël et le Hamas, bien sûr. Quand on voit les images de joie dans les territoires palestiniens ce soir, et quand on voit ce rassemblement ce soir à Tel Aviv, où il n'y a pas d'effusion de joie véritablement, mais on est entre soulagement et quand même inquiétude sur le sort des otages, on y reviendra. Est-ce à dire que cet accord, il est plutôt favorable au Hamas ? D'une façon, bien sûr, d'une façon, du point de vue, en fait, pour le Hamas, c'est le point de vue d'être résistant. C'est un petit peu le combat de David et Goliath. Donc, ce qui fait pour eux, c'est que même s'ils ont perdu à peu près plus de 400, je crois 45 000 personnes à la bande de Gaza, mais le plus important, c'est qu'ils gagnent en popularité et c'est qu'ils ont enfin retrouvé la légitimité de la résistance palestinienne devant la région. Et ça, c'est un point qui est très important, surtout que les autres partis palestiniens sont affaiblis et donc ils n'arrivent pas, en fait, à décrocher en quelque sorte les jeunes palestiniens. Ça, c'est un point qui est important. Maintenant, l'accord, certes, il est venu parce qu'il y a une volonté américaine. Quelle que soit cette volonté, est-ce qu'il est de Biden ou de Trump, peut-être qu'il est même de l'establishment, mais il y a une volonté américaine là-dessus, parce qu'avant cet accord, il y avait un autre accord qui est très intéressant et que Netanyahou l'a accepté, c'est l'accord sur le Liban, qui était encore plus compliqué, parce qu'en plus, avec le Liban, la diversité, la pluralité du Liban implique encore plus de complexité. Mais je crois que, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé sur la question juridique, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un dossier qui concerne la Cour internationale de justice, qui accuse d'un risque de génocide pour Israël, qui met M. Netanyahou dans la liste des personnes qui ont commis des crimes de guerre. Donc forcément, même Netanyahou, il a besoin en quelque sorte de redorer le blason de son image, au moins vis-à-vis de l'Occident. Sachant bien que cette décision de la Cour internationale de justice peut avoir bien évidemment des conséquences. On le rappelle, un mandat d'arrêt lancé contre Benyamin Netanyahou. Exactement. Et donc peut avoir des conséquences sur la gouvernance de Gaza, parce qu'en fait, elle a redonné une légitimité aux Nations Unies, qui était une légitimité perdu, au moins dans la région du Moyen-Orient. Donc, est-ce qu'on doit avoir la bande de Gaza gérée par les Nations Unies, par des forces régionales de la majorité des pays? Maintenant, sur ce qui va venir, c'est-à-dire les perspectives, surtout avec l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump, c'est quelqu'un qui, à mes yeux, il comprend bien ce qui se passe dans la région du Moyen-Orient. D'abord parce qu'il a fait une expérience avec cette région. Il a conclu des accords d'Abraham. Il a des connexions très fortes avec des dirigeants, surtout les dirigeants des pays du Golfe, et bien évidemment une amitié très claire vis-à-vis de Benjamin Netanyahou. En plus, actuellement, le premier mandat, c'était son conseiller Jared Kushner, qui a des liens avec Israël et avec les pays du Golfe, et qui en quelque sorte fait ça la politique américaine. Aujourd'hui, il y a un autre conseiller d'origine libanaise, qui est Mossad Bolos, qui est son conseiller pour le Moyen-Orient, et qui est aussi très très proche de ces pays. Donc la vision, ça sera quoi? Il y a une grille d'analyse là où il y a 3 projets. On est sur 3 approches dans la région du Moyen-Orient. Soit l'approche iranienne qui était affaiblie en 2024 à travers sa politique de proxy. Il reste quasiment l'Irak et le Yémen. Il y a l'approche islamiste Turquie, Qatar et bien évidemment avec les frères musulmans et toute la gamme des islamistes dans la région, notamment l'HTC qui gouverne actuellement en Syrie. Et il y a la 3e approche, dont Donald Trump il est plutôt proche, c'est l'approche de l'alliance sunnite israélienne entre les pays du Golfe, l'Égypte
et Israël. L'idée, ça sera bien évidemment de pousser vers d'autres accords d'Abraham. Et l'idéal, ça sera, ou le jackpot, ça sera bien évidemment d'avoir un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est qu'il faut une solution pour les Palestiniens. Chose qui n'était pas faite en 2020. Et ça c'est le grand travail qui peut être bien fait. Les Saoudiens viennent de rappeler, du reste. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils viennent de dire, voilà, il y aura un problème de fond qu'il faudra régler. Et on rappelle que les accords d'Abraham, à l'instigation notamment de Donald Trump, ce rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes. Sur ces images de liesse quand même, du côté palestinien, ce sont des images marquantes. Ce soir, Michel, on l'évoquait tout à l'heure avec vous, des centaines de prisonniers palestiniens vont être libérés. Et c'est ce qui inquiète aussi les Israéliens aujourd'hui. Parce que parmi ces prisonniers palestiniens, il y a très probablement des combattants du Hamas. Et on entend déjà, les dépêches sont tombées dès ce soir, certains membres du gouvernement, de la coalition gouvernementale de Netanyahou, dire attention, Israël se met en danger en libérant tous ces gens-là. Mais cette question, elle a aussi un reflet inverse. Et le reflet est le suivant. Est-ce que le Hamas peut continuer d'exister sans les otages? Est-ce que le Hamas ne se met pas dans un danger extrême en libérant les otages? Ça aussi, sur le plan du rapport de force, c'est une vraie question qui se pose. Et qui renvoie à une troisième question en tiroir, qui est est-ce que Netanyahou peut rester loin des ennuis judiciaires si la guerre à Gaza s'arrête? C'est vrai qu'on a souvent dit que les otages étaient en quelque sorte, pardon pour la formule, l'assurance-vie du Hamas. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le fait que soit annoncé qu'ils vont être libérés au compte-gouttes, et peut-être pas tous, dans un avenir proche, va dans le sens de ce que vous dites. Le Hamas, comme Netanyahou, font vivre un peu leur survie politique grâce à la guerre. C'est triste de le dire, mais c'est quand même ça. On se rappelle la phrase de Sinwar, le frère de celui qui avait été exécuté, qui est désormais un des patrons du Hamas. Il avait dit « plus la guerre dure, plus c'est bon pour nous ». Et donc là... Mais je crois qu'il faut faire la différence entre la bataille et la guerre. Parce que ce qui s'était passé pour le Hamas aujourd'hui, c'est une bataille. Mais la guerre, elle continuera. C'est-à-dire que, vu ce qu'on a vu dans ces derniers temps, un nouveau 7 octobre, c'est aussi possible. Il ne faut pas négliger ce scénario. Tant que les Israéliens n'acceptent pas d'avoir un État palestinien et d'avoir bien évidemment une solution de paix, certainement ce qui va se passer est très très dur. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question des prisonniers, parce que le pire c'est quoi? C'est que vous avez des prisonniers enfants, donc ils passent leur enfance dans les prisons israéliennes. Quand vous imaginez quand ils vont sortir, certainement ils vont devenir des partisans de Hamas. Donc ça c'est la moindre des choses. Donc forcément il y a aussi une ingénierie sociale qu'il faut comprendre par rapport à ce qui s'était passé dans les territoires palestiniens et dans la bande de Gaza, tout en prenant en considération qu'il y a une influence iranienne, il y a une influence turque. Ce qui s'était passé en Syrie peut bien évidemment même déclencher d'autres scénarios dans la région. On est face quand même à un nouveau printemps arabe, mais cette fois-ci avec un visage découvert des islamistes qui peut bien évidemment déclencher d'autres pays qui sont très très fragiles, comme c'était le cas avec la Syrie. Mais on peut dire ce soir, et c'est une phrase terrible, à ce moment-là historique d'un cessez-le-feu, le 7 octobre n'a servi aucune cause. Rien, voilà. Personne. Voilà où on en est aujourd'hui, dans cet accord bancal, si ambitieux qu'il en est extraordinairement fragile. Il n'aura servi ni les Palestiniens, ni bien sûr la paix dans le Moyen-Orient. Alors parmi les otages, il y a 2 Français, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. Nos correspondants ont rencontré la famille Calderon qui vit dans l'angoisse et l'attente depuis le 7 octobre 2023. Arnaud Miguet, regardez. Depuis cet après-midi, elle attend l'annonce du cessez-le-feu devant sa télévision. Depuis 467 jours, Adas Calderon espère la libération du père de ses enfants, otage du Hamas à Gaza. J'imagine déjà ce moment où je verrai Ofer et ses enfants tomber dans ses bras. Ofer Calderon, 54 ans, le voici, avec ses enfants. Ce menuisier, toujours souriant, est aujourd'hui l'un des 2 otages franco-israéliens. Toute sa famille se mobilise depuis plus de 15 mois pour sa liberté. Entre angoisse et espoir, elle ne sait pas si Ofer Calderon fait partie de la liste des 33 otages qui vont être libérés en premier. C'est vraiment une torture ce qui nous arrive. Ce sont des montagnes russes émotionnelles, c'est de la folie. L'horreur pour la famille Calderon commence dans ce kibboutz, à 2 km à peine de Gaza. Aujourd'hui inhabité, il porte encore les traces de l'attaque du 7 octobre 2023.
Ce matin-là, les terroristes filment certains enlèvements, comme ici l'un des 2 enfants Calderon. Après 52 jours de détention, RS, 12 ans, et sa sœur, 16 ans, épuisés, sont libérés, réunis avec leur mère. Mais leur père, lui, reste en captivité. La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était juste avant d'être libéré. C'est là qu'il m'a prise dans ses bras et il a éclaté en sanglots. Pour Sahal et sa maman, ce soir, encore sur un plateau de télévision, il est important de témoigner. Qu'est-ce que je dis à mes enfants? Que puis-je dire? Leur père revient, il ne revient pas? Comment va-t-il revenir? Ils ne savent pas si Ofer Calderon est vivant ou mort. Il y a 94 otages à Gaza. Et nous accueillons Anne Kratz. Bonsoir Anne, merci d'être avec nous, docteur en histoire, membre du think tank The Quincy Institute, spécialiste de la politique étrangère américaine. Sur ce témoignage des familles d'otages, on peut presque parler de supplice dans le supplice, parce que avec ce scénario, ce process dans la libération des otages, 3 par 3, semaine après semaine, avec une incertitude tout simplement sur l'état de santé et même la vie des otages. C'est absolument terrible et inhumain, parce qu'on a considéré la souffrance des familles pendant des jours, des semaines, des mois. C'était déjà quelque chose de quasiment inhumain. Mais là, ça va être se dire, est-ce que je suis le 31e, le 33e, le 35e? On ne sait pas. Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je ne suis pas vivant? On ne sait pas. Cette attente-là et les interrogations, c'est une véritable torture qu'ils vont endurer. Et on ne peut qu'avoir un immense sentiment d'empathie pour ces familles et ce qu'elles vont vivre dès ce soir. Anne, on évoquait le rôle des Américains, de Donald Trump, de Joe Biden dans cet accord. Il y a la date de dimanche qui est officielle pour l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu. Cette date, elle n'est pas anodine. C'est à la veille de l'investiture de Donald Trump. Il va arriver fort de cet accord, Donald Trump, lundi. Évidemment, et non seulement il va être fort de cet accord, qu'on est quand même tous très contents de savoir qu'il a lieu quand même. C'est un soulagement pour les familles des otages, et on ne peut que s'en réjouir. Mais il va arriver non seulement fort de l'accord, mais fort de d'avoir fait ce travail avec Biden. Parce que il va dire... C'est ce que Biden a dit lui-même. Il a dit on a travaillé ensemble, d'équipe avec lui, etc. C'est ce à quoi on ne s'attendait pas. On s'attendait à ce que ça se passe comme entre Carter et Reagan, quand il y a eu les otages des Iraniens qui ont été rendus à l'Amérique le jour de l'intronisation de Reagan. Non, là, ça se passe avant. Donc, il va passer pour un être extrêmement généreux, Trump. Et il a encore une fois démontré sa capacité politique qui nous surprend toujours. De communication en tout cas. Pardon ? De communication en tout cas. Oui, de communication, mais c'est en même temps de politique véritable, parce que c'est de bonne politique de montrer au peuple américain qu'il a pu travailler avec son opposant. Et ce que j'ai remarqué dans le discours de Biden, et ce qui a été souligné par certains des précédents interlocuteurs, c'est que Biden a répété plusieurs fois, c'est le même plan que j'avais en mai. Et alors tout le monde se dit, mais pourquoi donc il ne l'a pas il n'a pas réussi à forcer les Israéliens à l'accepter en mai. Et attention, si je peux vous interrompre avec tout le respect que je vous dois. Les accords ont été repoussés systématiquement et à chaque fois par le Hamas. Il faut quand même remettre les choses dans leur perspective et leur chronologie exacte. Plus l'intervention au Liban en septembre de Netanyahou. C'est un choix par le Hamas quand même. Ce n'est pas dû à une velléité du président des États-Unis. Non, bien sûr, mais ça a été aussi repoussé par les Israéliens. Bien sûr. Donc les Américains avaient toute l'attitude de tordre le bras à Netanyahou comme Trump vient de le faire. Ils auraient pu le faire il y a bien longtemps et ça aurait sauvé beaucoup de vies. Mais cela dit, comme encore une fois ça vient d'être dit, personne n'est gagnant dans cette histoire, sauf peut-être Trump, et surtout ce système, cette structure est tellement compliquée et fragile qu'on se demande si elle va même tenir jusqu'à dimanche. Parce qu'entre maintenant et dimanche, est-ce qu'il va y avoir des bombardements israéliens importants ? Ou est-ce qu'au contraire, tout le monde va se réjouir dans la rue comme les Palestiniens aujourd'hui et les membres des familles des otages pour prolonger votre réflexion, 27 morts aujourd'hui dans des bombardements israéliens dans la bande de Gaza, 27 Palestiniens tués par les frappes israéliennes aujourd'hui. 64 morts en 48 heures. Ouais. Donc, si vous voulez,
à quoi assiste-t-on véritablement? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un jeu de dupes? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a seulement été quelque chose que Trump a manigancé, entre guillemets, avec Joe Biden, qui ne voulait pas s'en aller sur un échec terrible comme cela? Et je voudrais souligner aussi qu'une des raisons pour lesquelles Biden a sans doute perdu l'élection, c'est en partie à cause de la façon dont il a géré Israël. Parce qu'il ne faut pas minimiser l'émotion dans le pays que cela a causé. Qui a créé une division dans le camp démocrate sur la façon dans le camp démocrate, de communiquer sur cette crise. Beaucoup de jeunes démocrates en particulier se sont sentis absolument incapables de voter pour Biden, étant donné cette situation extrêmement meurtrière. Sur ce travail d'équipe, qui est d'ailleurs davantage mis en valeur par Joe Biden dans ses déclarations, plus que par Donald Trump, qui a plus tendance à tirer la couverture à lui. Je voudrais quand même qu'on regarde cette séquence à la fin de la conférence de presse de Joe Biden ce soir. Il faut bien tendre l'oreille avec une question qui est posée par une journaliste à la fin de cette conférence de presse. Regardez. Est-ce une blague? Merci à tous. À votre crédit. Alors, question donc posée par une journaliste. You or Trump? Est-ce que c'est vous ou Trump, sous-entendu? Est-ce que c'est vous ou Trump qui êtes l'instigateur de cet accord? Et il répond en disant c'est une blague. Donc on sent bien qu'il y a un petit sujet quand même sur la paternité de cet accord entre les deux hommes. Parce que lui, il a joué depuis plusieurs jours la collaboration entre ses équipes et les équipes de Trump comme un bon fonctionnement de la démocratie américaine. Et Trump, avec Truth Social, il lui met tout de suite la misère et il lui dit c'est moi, pousse-toi de là, voilà. D'abord, sur la conférence de presse que nous avons écoutée ensemble de Biden, Biden est très en forme. Alors, on ne sait pas s'il est très en forme parce qu'il s'en va et qu'il est content de s'en aller ou parce qu'il est content de la libération des otages. Je pense plutôt pour le deuxième cas de figure. Et cette blague-là, c'est vraiment quelque chose... Il s'en va, il s'éloigne, on le voit dans les images, et il revient comme quelqu'un qui s'accrocherait une dernière fois au feu de la rampe avec ce « Is that a joke ?» Est-ce que c'est une plaisanterie? Je me demande si cette phrase, on ne va pas la garder comme un mème qui va circuler sur tous les réseaux sociaux à partir de ce soir. Enfin, quelqu'un qui n'a pas l'air très content, paradoxalement, c'est Anthony Blinken, qui s'est efforcé de manière pas toujours très efficace d'amener ce cessez-le-feu. Et il n'a pas du tout l'air content derrière Biden, là. Le chef de la diplomatie américaine. Oui. Alors justement, en parlant d'Anthony Blinken, ça nous amène à un nouveau chapitre qui est l'après-guerre. On va forcément s'interroger maintenant de manière un peu plus vive sur ce qui va se passer maintenant dans les semaines qui viennent et quel est l'avenir politique de ce territoire. Le Hamas est affaibli, on l'a dit. Et justement, puisqu'on parle d'Anthony Blinken, il a une proposition. Il propose d'envoyer une force internationale de sécurité à Gaza et de placer le territoire sous la responsabilité de l'ONU. Est-ce que c'est le scénario qui tient la corde dans l'avenir? D'abord, c'est un scénario qui est très intéressant parce que c'est une solution que je trouve elle est très rationnelle. Maintenant, sur le plan opérationnel, est-ce qu'on peut la faire ou non? Et comment et quelles sont les mesures d'accompagnement et de soutien qui peuvent être données par les autres pays de la région à l'ONU? Parce qu'il faut passer par, quand même, la bande de Gaza, elle était détruite complètement, quasiment. Donc forcément, il faut penser à la question de la reconstruction, la question de comment traiter les réfugiés et aussi, bien évidemment, la présence de l'ONU. Ça veut dire aussi, en quelque sorte, légitimité ou le fait de parler avec le Hamas, parce que quand même, c'est l'organe politique qui existe. En tout cas, la seule condition qui est mise par Israël pour la reconstruction de la bande de Gaza, c'est que le Hamas ne soit plus présent. On ne parle pas avec lui, il est plus présent. D'ailleurs, dans l'accord de paix, de manière petite, entre les lignes, comme ça, il parle de la zone tampon. Et c'est quelque chose de très révélateur de la position israélienne. La zone tampon, actuellement, c'est tout ce qui est autour de la bande de Gaza. Ça fait à peu près dans les 300 mètres. Israël exige que ça passe à 1 kilomètre. 1 km 500. 1 km 500. Mais ça, je le comprends d'un point de vue, je dirais, sécuritaire. Maintenant, sur le plan politique, c'est que peut-être qu'on voit qu'il n'y a pas de gagnant dans la région, mais quand même, il faut dire d'une façon très réaliste. Benjamin Netanyahou, il a gagné. Il a gagné, ça c'est sûr. Le fait de se débarrasser de l'état-major du Hamas, de Hezbollah, d'affaiblir l'Iran en 2024, c'est un bénéfice, c'est un profit pour Benjamin Netanyahou. Il ne faut pas oublier quand même que Benjamin Netanyahou, c'est un homme politique qui est en campagne continue.
Et donc forcément, si demain il y aura des élections en Israël, donc il ne faut pas échapper le scénario d'avoir aussi Benjamin Netanyahu à la tête d'un gouvernement, quel que soit ce gouvernement, droite, extrême droite, coalition. Donc ça aussi c'est un point qui est très intéressant. La campagne continue. Les procès qui le poursuivent, ça rappelle quelqu'un comme ça, non? Oui, exactement. Donc de toute façon, c'est un petit peu la même piste. Sachant bien qu'aussi il y avait des pays dans la région, notamment certains pays du Golfe, qui se réjouissent des résultats de cette guerre. Il ne faut pas oublier. Absolument. Et pour eux, c'est que Israël de Benjamin Netanyahu, elle était sous-traitant de ces pays du Golfe pendant cette année, et elle a fait un excellent travail d'affaiblir l'Iran, qui peut être bien évidemment le prochain chapitre d'un grand ouvrage fait par les Américains et par les Israéliens dans cette région. Donc ça aussi c'est un élément qu'il faut pas négliger en dehors bien évidemment de la procédure judiciaire, comme j'ai dit, qui rejoint bien évidemment cette proposition. Maintenant, il faut aussi voir aussi que la politique israélienne et surtout de Benjamin Netanyahu, elle a visé à certains moments un déplacement de la bande de Gaza ou surtout les habitants de la bande de Gaza vers le Sinaï en Égypte. Elle voulait gagner des implantations coloniales dans les territoires palestiniens. La question qui se pose, quel sera l'avenir d'un État palestinien? Est-ce qu'on sera sur un seul État, deux États, une confédération? Beaucoup de questions se posent. Benjamin Netanyahu, il n'est pas favorable à un État palestinien. De toute façon, il faut qu'on le dise d'une façon très claire, pas seulement Benjamin Netanyahu, mais aussi une grande partie de la classe politique israélienne. Et est-ce qu'on a une idée de ce que pense la population de cet État palestinien aujourd'hui? Que disent les sondages par rapport à ça? Ce qui est très clair, et on le voit d'ailleurs dans les médias du Moyen-Orient, beaucoup de critiques s'adressent à l'autorité palestinienne. En termes de corruption, de coordination. On la considère même cinquième colonne des traîtres qui coordonnent avec les Israéliens. Les accords d'Oslo n'arrivent pas à faire aboutir ce que les Palestiniens attendent. Et c'est pour ça que l'approche en quelque sorte de Hamas de détruire les accords d'Abraham et de reposer la question de la résistance palestinienne, elle était très intéressante pour cette population. Vous imaginez un Palestinien, il va vous dire moi je ne pouvais pas voir ces prisonniers palestiniens sans que le Hamas a fait le 7 octobre. C'est pour cette raison que sans solution dans cette région, il y aura toujours un éventuel 7 octobre. Les capacités de nuisance vont rester toujours à rester, soit pour le Hezbollah, peut-être aussi pour le Hamas. Il ne faut pas négliger aussi qu'il y a les Houthis qui font aussi un travail pour les Palestiniens et qui gagnent de la popularité dans ce qu'on appelle théoriquement la rue arabe. Et aussi dans le cas du Yémen, c'est un grand problème pour l'Occident parce qu'à l'encontre du Liban et de la bande de Gaza, c'est un cas où les services occidentaux n'arrivent pas à avoir beaucoup d'informations et de renseignements par rapport à ce qui se passe. Et donc ça, c'est un point stratégique pour l'avenir de la région. Pour prolonger votre réflexion, on dit souvent qu'on ne tue pas une idéologie, et cette idéologie islamiste du Hamas, elle risque de perdurer. Juste pour rebondir, pardon, ce que vous venez de dire est très important, et ça me rappelle cette phrase de Blinken, quand il disait « Israël a créé autant de militants du Hamas qu'il en a tués ». Et il y avait un autre élément intéressant dans cet ordre d'idées, c'est que parmi les combattants du Hezbollah, il y avait une forte proportion d'enfants de pères qui avaient été tués ou blessés dans le conflit avec Israël. Donc sur ce côté, l'idéologie et on est combattant de père en fils. Voilà, c'est aussi un élément qui est à prendre en ligne de compte. Ça fait des martyrs voilà, c'est le but de ces groupes terroristes là, c'est aussi d'avoir des martyrs pour ensuite que les enfants reprennent le flambeau. La question palestinienne, elle est essentielle. Elle avait été complètement évacuée avec les accords d'Abraham. Il ne faut pas l'oublier, ils avaient été complètement humiliés par ces accords, ils n'étaient même pas à la table des négociations. Et aujourd'hui, elle revient en force, et elle revient en force aussi du côté des puissances arabes de la région, des pays arabes de la région qui s'en étaient désintéressés il y a quelques années et qui maintenant ne peuvent plus faire comme ça n'existait pas, au premier rang desquels l'Arabie saoudite, dont l'immense majorité de la population, notamment dans la jeunesse, soutient la cause des Palestiniens. Et MBS, Mohammed Ben Salman, ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et ne peut pas laisser uniquement cette question aux Iraniens. Et de fait, comme en plus Israël est contre, Netanyahou du moins, et
certains de ses alliés est contre la création d'un État palestinien, ça met en péril un éventuel rapprochement entre Riyad et Israël. Or, ça va être absolument majeur pour la stabilité dans la région, une région qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a quelques années avec Et c'est tous vrai les que pour bouleversements. cet avenir politique de l'enclave palestinienne, les Palestiniens sont d'accord qu'on parle du Hamas ou de l'autorité palestinienne pour dire que cet avenir leur appartient et qu'ils ne veulent pas d'ingérence étrangère. Le problème, c'est que quand on voit le chantier de la reconstruction, 50 milliards d'euros selon l'ONU, 15 ans de travaux, il va quand même falloir travailler avec la communauté internationale. Forcément, et cette communauté internationale, elle a un nom, c'est Qatar, c'est États-Unis, c'est Israël. Saoudite, et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Et forcément, il y aura cet investissement. Après, sur la gestion de la reconstruction, il y a aussi la gestion politique dont vous parliez très justement. L'autorité palestinienne essaie absolument de revenir dans le game parce qu'ils étaient vraiment exclus. Ils ont fait une opération à Jenin. Il ne vous a pas échappé, extrêmement intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette action contre des... en fait, Jenin en Cisjordanie. Oui, c'est ça, exactement. Mais les déclarations de l'autorité palestinienne, c'était en quelque sorte de justifier cette opération, de se dire que c'était hors de notre contrôle. Donc il y avait quand même un paradoxe entre la déclaration de l'organisation en fait et la déclaration de l'autorité palestinienne. Donc en quelque sorte, on attend quand même une nouvelle personne à la tête de l'autorité palestinienne pour redistribuer en quelque sorte les pouvoirs. Ça aurait été possible avec Marwan Barghouti d'ailleurs. Il y avait beaucoup de discussions concernant le fait que Marwan Barghouti peut prendre le relais de l'autorité. Un leader palestinien qui est en prison toujours en Israël et qui est en quelque sorte acceptable par l'Occident surtout. Parce que ça pose une vraie question, pardon, mais parce que le temps passe. Quel interlocuteur aujourd'hui côté palestinien? Marwan Barghouti était un interlocuteur formidable pour l'Occident, soutenu. On l'appelle le Nelson Mandela palestinien, c'est pas pour rien. Et là, vraiment, Israël a dit non. Profil modéré, peut-être. Profil modéré. C'est sûr qu'il n'est pas islamiste, il n'est pas avec le Hamas, c'est quelqu'un qui a fait l'organisation. Il dit je suis un brave type, moi je veux. Mais si vous voyez la carte actuelle avec cette redistribution des cartes aujourd'hui, on ne peut pas négliger le facteur de l'islamisation de la région. Quelle que soit l'islamisation, il ne faut pas oublier, il y a des pays qui sont aujourd'hui dirigés par des islamistes. L'Iran, l'Afghanistan, la Syrie, d'une façon claire et d'une façon très directe. Donc, moi je trouve que le challenge pour l'administration Biden, ça sera comment confronter l'islamisation qui va encore gagner des terrains dans cette région, d'accord? Et ça, c'est de Trump de gagner bien évidemment de terrain avec ça. Et deuxièmement, ça sera aussi la question la plus importante de comment gérer les puissances régionales, notamment la Turquie, l'Iran et Israël. L'Iran, elle a toujours une carte à jouer qui s'appelle l'accord nucléaire. Et ça, c'est un élément qui est très important, à part les missiles, à part les capacités de nuisance. La Turquie, c'est un pays qui sort aussi gagnant, c'est un membre de l'OTAN qui fait un excellent travail dans les négociations aussi entre les Russes et les Ukrainiens. Et aussi, il ne faut pas négliger quand même que, certes, il y a un axe qu'on parle peu dans cette région, c'est l'axe Téhéran-Moscou-Pékin. Absolument. Et avec ce qui s'était passé en Syrie, certes, la Russie, on voit qu'il y a quand même un retrait stratégique, mais il ne faut pas négliger que les Chinois, par exemple, ils ont fait l'accord de rapprochement entre les Saoudiens et les Iraniens. Donc c'est fort possible d'avoir aussi un retour de la Chine ou de la Russie dans cette région par les moyens diplomatiques plutôt par les moyens de guerre. Et maintenant que Gaza va se retrouver, on l'espère, soulagé de cette violence quotidienne, mortifère, les colons en Cisjordanie, qui sont défendus, couverts par le gouvernement de Netanyahou, vont vraiment avoir les mains libres. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et Donald Trump, je ne pense pas que là, il aura la même fermeté qu'il a eue pour cet accord de cessez-le-feu. Il n'a aucun intérêt pour les Palestiniens. Donald Trump, soyons clairs, c'est absolument pas sa préoccupation. J'en suis pas tout à fait aussi sûr que vous, parce que même Trump, Dieu sait que je ne suis pas de son camp, mais il y a un intérêt pour les Palestiniens qui est totalement contre-productif, c'est l'intérêt des évangélistes, mais il est là, l'intérêt des évangélistes, il est là pour Israël, je veux dire, Donc, il y a des jeux là qui se préparent entre les évangélistes d'extrême droite, qui sont les plus nombreux, malheureusement pour le moment, et les évangélistes qui sont moins à droite et qui veulent que la terre d'Israël devienne une terre de paix. Ça, il ne faut pas le négliger non plus, parce que vous savez, l'Amérique est un grand pays. On ne peut pas simplement parler des évangélistes
ils sont tous comme ça. Non, ils ne sont pas tous comme ça. Ça, c'est une chose. Mais il y a une chose que je voudrais dire aussi, d'après ce qu'a dit monsieur là, que Anthony Blinken maintenant suggère une force des Nations Unies. C'est un petit peu, c'est presque risible, parce qu'on a vu comment les Israéliens traitent les organisations des Nations Unies, dans l'UNRWA, par exemple. Et le droit international, le mépris du droit international. Et on ne voit pas comment le gouvernement actuel, en tout cas israélien, accepterait une force des États-Unis, une force des Nations Unies pour contrôler Gaza. Ce qui va certainement se produire, finalement, si on veut être réaliste, ça peut paraître un peu cynique, mais si on arrive à faire libérer tous les otages, après que tous les otages auront été libérés, qu'est-ce qui va se passer? Les Israéliens ne vont pas laisser Gaza aux mains de je ne sais pas qui. En tout cas, pas aux mains des gens de Hamas qui auront signé le cessez-feu avec eux. Et d'ailleurs, ça pose une question juridique. Vous parlez qui va signer cet accord? Les quelques personnes qui restent, les quelques chefs de Hamas qui restent vivants, leur signature ne vaut rien, finalement, au niveau juridique. Si on regarde bien que le leadership qui reste actuellement au Hamas, il est plutôt proche de la Turquie que de l'Iran. Donc, en principe, ou bien ils vont être obligés de s'exiler au Qatar, ou bien on va les arrêter sur le champ. C'est ce qui serait logique, juridiquement parlant. Donc ça, rien que ça pose un problème. Après cela, la reconstruction de Gaza, on sait très bien que pendant que Jared Kushner était en train de négocier les accords d'Abraham, parce qu'en fait c'est son idée, l'idée c'est business. C'est l'Arabie Saoudite et l'Israël. L'Arabie Saoudite reconnaît l'Israël de façon à ce que les liens d'affaires entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui sont déjà considérables depuis des années, mais dont on n'aime pas parler ouvertement, se renforcent encore. Et une idée de Jared Kushner, c'est pas moi qui le dis, c'était lui, il voulait transformer Gaza en Monaco. En Monaco, oui, parce qu'il y a une belle plage, etc. Et je rajouterais peut-être juste un petit point par rapport à votre approche, parce qu'elle est très, très intéressante, c'est que l'enjeu géostratégique et surtout économique dans cette question, elle est importante. Absolument. La bande de Gaza, il y a la question du gaz qu'il ne faut pas négliger, surtout avec la Méditerranée orientale. Tout à fait. Et le projet du gaz par rapport à ce qui s'était passé en Syrie, le projet du gaz Qatar, Turquie et Syrie pour passer vers l'Europe, il revient également dans la nouvelle redistribution des cartes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on sera plus vers une approche business qu'une approche politique. Et ça, je crois que ça le confirme aussi. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé tous sur la question de comparaison entre Biden et Trump. Pour le Moyen-Orient, Biden, il était pire. Parce que c'est quelqu'un qui avait un problème de déphasage entre les valeurs et les intérêts. Et que son discours, il n'était pas convenable par rapport à ce qui s'était passé. Il a même montré en quelque sorte ce que les médias arabes appellent l'hypocrisie de l'Occident. Et ça explique aussi dans les élections américaines, c'est qu'il y avait quand même un vote arabe pour Trump. Et ça, c'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on voit dans cette région, notamment aussi une communauté palestinienne aux États-Unis qui a voté plutôt Trump que Biden. Alors qu'elle risque de se faire expulser si on en suit. Exactement. Il y a une communauté libanaise qui, elle, était chrétienne, qui a beaucoup voté pour Trump. Oui, largement. D'ailleurs, j'ai même le conseiller libanais. En tout cas, les difficultés qui s'annoncent pour Trump sont énormes, pour l'administration Trump, avec une région qui est très très différente de celle qu'il a connue quand il était au pouvoir lors de son premier mandat, avec les accords d'Abraham qui ont quand même volé en éclats, on peut le dire. Ça consistait aussi à faire la paix pour Israël avec des pays avec lesquels il n'était pas en guerre. On est dans une situation complètement différente aujourd'hui. Et effectivement, je pense qu'il a en tête de régler les problèmes géopolitiques en évacuant au maximum le politique et en mettant de l'économique. Du business à la place. Néanmoins, ça ne suffira pas, y compris pour séduire l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a la question palestinienne et il y a une région qui est complètement différente en termes de rapport de force d'il y a quelques années. Oui. Mais là encore, je trouve que l'Arabie Saoudite, que l'immense majorité de la population soutient les Palestiniens, c'est pas tout à fait vrai, parce que beaucoup de Palestiniens sont détestés dans la jeunesse, j'ai dit, dans la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens et ils ne sont pas considérés comme comme des bons musulmans. Donc, et puis alors, en plus, quand on voit la jeunesse saoudienne actuellement avec MBS, je ne crois pas qu'ils sont intéressés par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Pas tellement. C'est qu'ils ont plus un intérêt plutôt national.
mais ça ne veut pas dire que c'est leur priorité, mais c'est un sujet important pour eux. Il ne faut pas négliger que l'Arabie Saoudite, elle a quand même, dans les dernières années, elle a fait des efforts pour combattre toute la sphère islamiste dans le pays, surtout les frères musulmans. En exécutant pas mal de militants islamistes. Et ça peut bien évidemment, c'était en quelque sorte une préparation à ce qui peut venir. De toute façon, pour Donald Trump, je crois que c'est très clair. La priorité, ça sera l'Iran. Et le fait de voir un nouveau accord nucléaire, sachant bien, et ça il faut le rappeler, c'est que c'était quand même un des dirigeants américains qui a osé tuer un grand dirigeant iranien qui est Qasem Soleimani en 2020. Et donc le scénario militaire, il ne faut pas le négliger. C'est vrai qu'il y a une option militaire sur la table, c'est des frappes israéliennes sur des installations militaires, voire nucléaires de l'Iran. Et est-ce que Trump soutiendra ça ? Ça se fera forcément avec le soutien des États-Unis. Moi, j'y crois pas du tout. Non, pas forcément. Là, pour le coup, Trump a dit et répété qu'il ne veut pas d'une guerre avec l'Iran. Et le peuple américain ne veut pas d'une guerre avec l'Iran. Ça fait partie des grandes incertitudes, effectivement. Est-ce que Trump soutiendra Israël dans l'éventualité de bombarder l'Iran qui est quand même l'ennemi juré de Donald Trump. C'est vraiment le pays qui le c'est aussi l'ennemi juré du nouveau dirigeant syrien. Donc il va falloir... c'est un jeu dominant. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais vous partager ces quelques réactions qui viennent de nous parvenir. Benjamin Netanyahou remercie Trump et Biden pour leur aide en faveur des otages. Dans un communiqué qui a été dévoilé il y a quelques minutes. Et puis 2 réactions françaises. D'abord celle d'Emmanuel Macron. On va la découvrir, si vous le voulez bien, après 15 mois de calvaire injustifiable. Soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad. Ce sont les 2 otages franco-israéliens. Et puis cette réaction également de François Bayrou, le Premier ministre, qui affirme que c'est ce soir un grand pas, dit-il, vers la paix. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 4 pour cette heure américaine consacrée donc largement à cet accord signé cet après-midi entre Israël et le Hamas. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 22h. Tout de suite le journal, le 23h Info d'Alexandra Usan. Ce sera juste après la météo. À demain, belle soirée.